Le slogan « Havre de paix » a longtemps été exploité par le régime RDPC. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'est pas opérant et qu'il ne satisfait pas les constats qui peuvent être faits. Le Cameroun reste un miracle incroyable, c'est-à-dire que cette diversité qui s'est donné rendez-vous dans ce petit triangle, dans ce petit territoire, constitue un avantage comparatif incroyable qu'on ne pourra trouver ailleurs. Ce qu'on aurait dû faire, c'était plus d'élargir la fédération et non pas la supprimer. Parce qu'en la supprimant, d'abord on a rendu une véritable unité impossible. C'est cet instinct, c'est-à-dire qu'il faut que chacun doit capitaliser le plus possible, prendre le plus possible en appauvrissant les autres. C'est le petit hic qu'il y a encore dans notre le besoin de développement social. L'unité nationale est non seulement un idéal, mais une nécessité absolue. On ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser dans le désordre, le chaos et la désunion. Ce n'est pas possible. Il faut une bonne veille stratégique. La veille stratégique signifie la capacité qu'a un pays à avoir des nuits. Depuis 50 ans, c'est la célébration la plus courue, la plus magnifiée sur l'ensemble du territoire camerounais. Chaque 20 mai, l'unité nationale est brandie comme l'une des valeurs fondamentales de l'État. Entre réalité et slogan politique, l'État unitaire est pour certains observateurs le début des malheurs du pays. Crise sécuritaire, conflit identitaire, l'ombre de la colonisation qui plane avec un instinct capitalistique malgré les richesses innombrables du Cameroun. Ce documentaire passe au crible de la critique 50 années de grands défis politiques, culturels et socio-économiques. L'unité nationale représente en quelque sorte ce qu'on peut considérer comme un dogme politique. Un dogme politique, c'est-à-dire quelque chose de sacré, de sacral, ce que personne n'est censé remettre en question, alors même qu'à la base, effectivement, le Cameroun est constitué d'une diversité ethno-communautaire, ethno-linguistique extrêmement divers. Qu'il y a unité lorsque ces différents éléments se reconnaissent le droit les uns des autres de coexister, de cohabiter pacifiquement, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de différends, ce qui ne signifie pas qu'il ne puisse pas avoir de crise. Mais la reconnaissance mutuelle d'une coexistence pacifique, parce qu'on croit à certaines valeurs centrales qui nous mettent tous ensemble, va donc constituer le trait caractériel de ce qu'on peut appeler l'unité d'une nation ou l'unité nationale. D'entrée de jeu, il convient de préciser qu'il n'existe nulle part dans le monde un modèle d'unité qui fasse l'unanimité. Par contre, l'unité nationale en tant qu'idéal régulateur fixe un horizon à l'État. C'est celui donc de la solidarité et de l'harmonie de ses composants. Parcourir les livres de l'histoire du Cameroun donne du grain à moudre pour la compréhension d'un État unitaire dont le processus se construit dans la durée. Cette réalité s'est construite au fil de l'histoire, depuis 1960, 1961, 1966, le clos 1970, avec le souvenir de ce qu'on appelait l'État unitaire.
Il faudra attendre aussi, après le coup d'État de 84, pour voir justement le Cameroun passer de République unie du Cameroun à République du Cameroun, qui est également une phase où on voit cette volonté véritablement d'intégrer le Cameroun, de créer un État-nation. Une autre page de l'histoire du Cameroun s'écrit avec l'arrivée des Français et des Anglais. Officiellement, c'est la tutelle, mais dans les faits, d'autres idées. Le problème des limitations géographiques, administratives aussi, puis linguistiques et finalement politiques, apparaît quand l'objet étranger apparaît, quand les étrangers apparaissent aussi. Et nous rentrons maintenant dans l'histoire moderne. Et la modernité commence avec la division. Nous sommes à une autre phase de notre histoire, parce qu'il faut toujours considérer que nous sommes dans la dialectique de l'histoire. Ce qui se détruit entre-temps peut toujours se réparer avec l'évolution. Et nous sommes ici dans la phase où l'histoire se détruit. Quand les asservisseurs arrivent pour nous asservir, nous faisons patte blanche et on se laisse dominer. Mais l'étranger qui apporte, soi-disant, la civilisation, apporte aussi convoitise personnelle derrière. C'est l'idée de domination. Et pour mieux dominer, il faut diviser. Alors l'étranger s'arrange à diviser ce qui était un autrefois et à accentuer la division au fur et à mesure que l'histoire s'avance. Donc c'est là où ce qui était bien peut se pervertir. Après l'indépendance, la réunification vient dans l'État unitaire en 1972 à l'issue du référendum organisé par le président Amadou Ahidjo. Une unité, une vision. Nous sommes ici devant une unité construite suivant une perspective purement administrative, bureaucratique et politique, et non pas une perspective humaine. L'unité nationale a été définie au Cameroun en référence avec des institutions unitaires, mais sans qu'on prouve sous quelque forme que ce soit que c'est l'État unitaire qui est l'unité nationale. Il n'y a pas une fausse unité nationale. Il y a une vraie unité nationale. Et c'est pour ça que le Cameroun, comme État, tient. On peut dire que c'est une réalité, oui, mais c'est une réalité traversée par des processus de dissension et qui constitue donc un défi aux élites et à la société pour renouveler en permanence ce pacte d'inséparabilité. Si nous n'avions qu'une seule tribu, une seule race, un seul langage, une seule civilisation, ce serait intéressant, mais pas aussi passionnant que la diversité qui, en réalité, à mon avis, est la raison pour laquelle l'intérêt est plus grand. Il faut continuer d'insister sur le fait que le Cameroun reste un miracle incroyable. C'est-à-dire que cette diversité qui s'est donné rendez-vous dans ce petit triangle, dans ce petit territoire, constitue un avantage comparatif incroyable qu'on ne pourra trouver ailleurs. Il suffit tout simplement d'être sérieux, d'être discipliné, de travailler et de continuer à enseigner à nos enfants partout où l'on va que ce qu'on appelle la fraternité est nécessairement un accident. C'est-à-dire que être né en Balmayo, être né à Obala, être né en Guelmendouga, etc., fait que personne n'a choisi de le faire. Tout comme nous n'avons pas choisi de naître camerounais. Il y a donc cette fraternité civique qui est le Cameroun, qui est beaucoup plus grande que nous tous. Des gens sont morts pour que ce Cameroun vive debout et jaloux de sa liberté, comme le signale notre hymne national. Donc je crois qu'il faut prendre au sérieux ces propos de notre hymne national. Hein, les Camerounais, dans la projection philosophique qu'on se fait, c'est un peuple où des gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivent tout amour. Hein.
Des atouts qui cachent mal des intentions voilées du système dirigeant d'alors. Les deux partis du Cameroun se sont entendus pour s'unir sur un modèle fédéral. Mais en 1972, ce modèle a été supprimé. Et c'est cela qu'on a décidé être le signe de l'unité nationale. Mais malheureusement, cette démarche, qui n'était pas nécessairement très intelligente, du moins telle que c'est perçu rétrospectivement, ça nous rattrape. Parce que finalement, on prétend fêter l'unité, alors que une des parties qui était censée faire l'unité, a pris les armes. Vous ne pouvez pas fêter un mariage pendant que un partenaire, par exemple l'épouse, est en instant de divorce, a pris les armes pour divorcer. Voilà qui ouvre le chapitre d'un État unitaire meurtri par l'injustice, de nombreux conflits. La crise que nous impose Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, entre cette quasi-guerre civile qui se trame et qui de façon dramatique secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest de la République du Cameroun, on ne peut pas parler de paix. Le slogan « Havre de paix » a longtemps été exploité par le régime RDPC. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'est pas opérant et qu'il ne satisfait pas les constats qui peuvent être faits. Mais par ailleurs, quand on parle de territoire de la justice, il y a au moins les 4/5 de la population du Cameroun qui ne peut accéder rapidement, directement à des services liés à la justice, que ce soit des magistrats ou des avocats par exemple. Il leur faut faire des kilomètres, il leur faut braver de nombreux obstacles et donc leur besoin de justice ou leur droit à la justice pour ces populations-là est largement bafoué. Et ces injustices-là créent des incohérences qui minent la cohésion nationale. On voit également, avec une exacerbation, un pic, depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018, où il y a ces factionnalismes communautaristes, avec de nombreux replis identitaires qu'on voit justement sur la scène. La toile est particulièrement investie ici pour justement diffuser un certain nombre de discours haineux qui, cette fois-là, touchent des communautés entières. Et c'est une réalité à laquelle on fait face au quotidien. Quand vous regardez tous ces éléments-là, vous vous rendez compte que ceci a beaucoup à voir avec la fin de règne objective ou fantasmée de M. Biya. Et on voit bien qu'il y a un certain démarche de positionnement pour la grande bataille de la succession à M. Biya. Il y a aussi des nationaux qui prennent avantage à la division, il ne faut pas oublier cela. Ils sont complètement dénaturés par le capitalisme ambiant et ne pensent plus qu'à leur famille proche, leur famille nucléaire, et sans penser à la grande famille camerounaise. La nation camerounaise est d'abord une grande famille. Donc, il faut penser à elle et oublier l'instinct capitalistique qui anime notre action publique. Certaines des élites, je ne dis pas toutes, mais certaines des élites utilisent le tribalisme, et non pas la tribu, comme un outil politique extrêmement dangereux. Et je dis, comme vous êtes comme moi, qui a étudié ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, on a vu comment on a instrumentalisé tout ça. Vous regardez ce qui s'est passé au Rwanda, il ne faut pas s'amuser avec les questions tribales ou les questions ethniques. Ce n'est pas du tout un sujet amusant et ce n'est pas un sujet de divertissement, c'est un sujet de drame, de catastrophe. Autre drame, autre catastrophe qui pollue l'unité nationale, le sentiment d'abandon général des populations
par la classe dirigeante. Les communautés, que ce soit dans l'extrême nord du Cameroun, dans l'extrême sud du Cameroun, dans l'extrême est, dans l'extrême ouest, sont convaincus de ce que l'État n'a pas encore créé des conditions pour, disons, apporter la prospérité pour laquelle ils sont ensemble. Parce que lorsque la prospérité ne parvient pas à la plus grande majorité, on a l'impression que c'est une minorité qui tire tout simplement les ficelles. Et lorsqu'on a l'impression que c'est une minorité qui tire les ficelles, alors ça crée des frustrations, ça augmente les stress, ça alimente des violences et ça peut déboucher sur, disons, des processus suicidaires, comme ce qui se vit de manière tragique dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui. L'importation des valeurs occidentales ou coloniales constitue pour le philosophe une aliénation de la société camerounaise et africaine. C'est d'avoir fait l'expérience étrangère et de n'avoir pas su nous en détacher pour redevenir nous-mêmes. Parce que nous fûmes une personnalité, nous fûmes une identité et les éléments identitaires sont en train de se perdre à cause de l'influence étrangère. Cette affaire de loges, les loges spirituelles ou spiritualistes dans lesquelles les Africains croient devoir s'engager, alors que là ils sont en train de s'aliéner. Les Occidentaux ont pris ces loges chez nous, dans l'Égypte antique. Il faut seulement traverser le Nil et retrouver l'Égypte antique et nous initier nous-mêmes à nos propres richesses traditionnelles, culturelles et cultuelles, au lieu de les prendre par l'intermédiaire des étrangers qui vont nécessairement les déformer et nous vendre du mauvais produit. Si la crise anglophone est un cas particulièrement préoccupant, ses origines posent sur la table la question de la complexité identitaire et d'un système éducatif à tête chercheuse. Il y a aujourd'hui une tendance qui est dominante, tendance qui consiste à faire cohabiter deux systèmes d'éducation dans une nation. Si vous le faites, ça veut dire que vous construisez deux nations dans un État, alors que l'idéal serait de construire une nation à l'intérieur de l'État. Et c'est donc cette réalité-là qui est instrumentalisée par certains acteurs qui se servent de certaines de ces contradictions-là pour en réalité mettre en question l'unité nationale camerounaise. Non, le Cameroun ne devait pas aller dans l'État unitaire. C'est une erreur, c'était une erreur. Ce qu'on aurait dû faire, c'était plus d'élargir la fédération et non pas la supprimer. Parce qu'en la supprimant, d'abord on a rendu une véritable unité impossible. On l'a rendu impossible et puis vous voyez 50 ans plus tard, toute notre jeunesse s'est fait massacrer à ciel ouvert au Nozo. Vous savez, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce n'est pas parce que l'intention était bonne que le projet était bon. L'analyse profonde du conflit met également en exergue la mainmise de l'extérieur pour enliser la situation. Mais en fait, la plupart de ces Camerounais ne sont plus Camerounais de par leur nationalité. Ceux qui résident à l'extérieur et qui fomentent des coups en achetant des armes, pour moi, c'est du crime, tout simplement. Ils ne sont plus des Camerounais pour la plupart. Ils ont changé de nationalité et ils se retournent en criminels contre leur propre pays. C'est extrêmement grave. Les querelles des ménages, dès que vous commencez à aller accuser votre femme à l'extérieur ou votre mari à l'extérieur, c'est que les jours du divorce sont comptés. Vous avez beau faire séparation de corps, le divorce lui-même finira par arriver. Donc, on peut dire qu'il faut une gestion autonome et interne des disputes. Parce que nous avons au moins une perception globale d'acceptance, comme je l'ai dit au début. Mais ce n'est pas certain que tous ceux qui nous convoitent pour X raisons ont la même perception.
Comment donc sortir de cette guerre entre Camerounais? Les citoyens sont invités à prendre leur destin en main. Personne, en dehors des Camerounais, ne savent mieux que les Camerounais ce qui est bon pour le Cameroun. Je crois que ça doit d'abord être une hypothèse de départ claire. Maintenant, si d'autres, en dehors du Cameroun, peuvent apporter un appui, mais pour réaliser la vision camerounaise, non pas la leur. Or, le problème en relations internationales, c'est que l'aide ou les subventions ne sont normalement octroyées que dans la mesure où elles font avancer d'autres desseins, d'autres agendas. Il faut une bonne veille stratégique. La capacité qu'a un pays à voir des nuits ce que les autres ne pourront voir que quand le soleil s'est déjà levé. La capacité d'anticipation à travers une bonne lecture des signaux susceptibles de nous amener aux différents, et les différents aux crises, et les crises aux conflits, et les conflits aux guerres. L'économiste et panafricaniste reste convaincu que la solution aux maux qui minent et ruinent le Cameroun se trouve dans la mise sur pied du fédéralisme. Vous ne pouvez pas faire une bonne gouvernance dans un État unitaire, c'est impossible. Donc, si vous êtes le fédéralisme, lui-même, il introduit les conditions de bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que le fédéralisme introduit trois choses qui n'existent pas dans l'État unitaire. Première chose, c'est le principe de spécialisation. Chaque gouvernement local est spécialisé au développement de la région, de l'État régional. Si vous n'avez pas de route, vous savez qui est responsable. C'est votre ministre régional. Ce n'est plus Yaoundé, c'est votre ministre régional. Parce que les ressources ont été envoyées à l'État régional. Deuxièmement, il y a l'émulation. Et enfin, il y a la recevabilité. C'est le développement de chaque communauté est celui d'abord et avant tout celui du fait de ses élites. Le problème, ce n'est pas nécessairement la forme de l'État, c'est le consensus social et culturel qui permet aux différentes composantes communautaires et identitaires de la société de s'entendre sur l'essentiel et notamment de s'entendre sur les moyens qui peuvent permettre donc de régler les clivages qui existent entre ces composantes. Voilà pourquoi l'intégration républicaine est la perspective appropriée pour gérer ce genre de situation. Intégration républicaine, mais davantage intégration socio-économique avec l'épineuse équation de l'équilibre régional. C'est devenu l'équilibre de la reproduction des élites politiques et économiques qui en réalité se reproduisent tout simplement à travers leur progéniture. Et il me semble que il faut pouvoir régler ces éléments qui sont liés à la vie économique, à l'insertion socio-professionnelle des uns et des autres, pour que tout le monde se sente véritablement pris en compte et qu'il y ait, si ce n'est une égalité des chances, au moins une équité. Si on veut rassembler nos forces, il faut d'abord qu'on les constitue comme force. Or, pour l'instant, sur le plan identitaire ou culturel, ou parfois même sportif, s'il y a des fulgurances et des moments de grande émotion qui peuvent faire notre fierté, ce ne sont que des moments. Avons-nous une politique culturelle, avons-nous une politique culturelle, avons-nous une politique patrimoniale qui suppose que ce qui est potentiellement là et qui est éventuellement disponible soit rassemblé et bâti avec tous les éléments qui permettent de les valoriser à la fois pour maintenant et pour la durée. La gouvernance, elle est politique, elle est économique, elle est sociale. Une bonne gouvernance atténue les conflits. Les conflits de génération, les aînés aux anciens,
les aînés aux cadets, et les conflits de genre, l'attribution des rôles. Parce que vous êtes de tel ou tel sexe. Alors, on fait donc quoi? On fait ce que nous appelons la prévention structurelle des conflits. Ça veut dire qu'on corrige les inégalités et les injustices qui sont susceptibles de faire en sorte que ces différents conflits consubstantiels à toute société se transforment en guerre demain. Il faut donc tout faire pour que la capacité de distribution et d'équité au Cameroun soit plus visible et plus réelle. Une fois que ceux qui ont beaucoup pensent à ceux qui n'ont rien, je pense que les animosités vont en réalité baisser. Et l'aigreur, la rancœur, la jalousie et tout cela va baisser dès lors que chacun aura quelque chose à manger. Vivre ensemble et manger ensemble, un slogan si profond que la majorité des citoyens souhaitent voir se traduire dans les actes pour un Cameroun prospère et davantage uni dans sa diversité.